Vivre vieux et en bonne santé, n'est-ce pas notre espoir à tous? Le propriétaire de ce champ d'oliviers a 107 ans. Il a échappé au cancer et à Alzheimer, à tous ces fléaux qui nous font peur. Depuis des dizaines d'années, des chercheurs tentent de décrypter les mécanismes du vieillissement et de repousser ces maladies qui surviennent avec l'âge. Et quelquefois, les voies de la recherche prennent des chemins de traverse. Il existe une vallée en Équateur, sillonnée par des routes à peine dessinées sur les cartes. Là, dans des villages excentrés, certaines personnes paraissent protégées du diabète, du cancer et peut-être même d'Alzheimer. Mais ces hommes et ces femmes, apparemment bénis des dieux, se sont longtemps considérés comme abandonnés de Dieu. Car ils ont une particularité, ils sont de très petite taille. Ils ont vécu isolés, à l'abri des regards, loin d'imaginer détenir dans leur sang un secret dont pourrait peut-être bénéficier un jour l'humanité tout entière. Quand les Espagnols sont arrivés ici, ils pensaient trouver de l'or, l'Eldorado. Moi, j'ai eu la chance de trouver mieux que de l'or. J'ai eu la chance de trouver ce que j'appellerais l'Eldorado de la génétique et de l'endocrinologie. Ces patients sont si extraordinaires qu'ils ont plus de valeur que n'importe quel métal. Petite taille, grand mystère. Par quel mécanisme serait-il protégé? La compréhension de ces mécanismes pourrait-elle un jour protéger le reste du monde? Nous voulons peut-être simplement vivre longtemps en très bonne santé. Et c'est ce qui est extraordinaire avec ces gens. On dirait qu'ils n'attrapent aucune maladie. C'est incroyable. Ils vivent juste une longue vie, puis meurent d'un coup. C'est une simple échelle de mesure posée contre un mur. Depuis 25 ans, le docteur Guevara mesure. C'est le premier acte de son travail. Aujourd'hui, c'est Edith Rojas et sa sœur qui se glissent sous la toise. 1,28 m pour Alexandra, 1,09 m pour Edith. Toutes ces mesures ont commencé un peu par hasard, en 1988, lorsqu'une première patiente a franchi le seuil de la clinique, suivie d'une autre, puis encore une autre. Au total, elles sont 7. 7 petites femmes qui vont entraîner Jaime Guevara dans une grande aventure. Les 7 premières patientes ont un point commun. Elles viennent toutes de la même région, une vallée perdue dans le sud de l'Équateur. Doctor, muy buenos días. Nos vamos. Vamos. Listo, doc. Vamos. Aujourd'hui, cette vallée est devenue la seconde patrie de Guevara. 1 à 2 fois par an, il y retrouve Lucho, guide indispensable pour faire la tournée des patients. Pendant des années, Guevara a sillonné tous les chemins de la région, toutes les pistes, à la recherche de ces hommes et de ces femmes de petite taille. Combien sont-ils? Au tout début, nul ne le sait. Dans certaines familles, un enfant est touché, dans d'autres 2, parfois c'est une tante ou un neveu. La fatalité semble frapper au hasard. Lucho! Lucho!
Je les recherchais un par un, demandant dans chaque maison « Avez-vous vu telle personne de petite taille ?» Et les gens me guidaient « Allez dans telle maison » ou « Marchez 2 heures dans cette direction » ou dans celle-là. Vous trouverez une petite maison et là on vous guidera. Et j'en trouvais de plus en plus. En quelques mois, le médecin identifie plus d'une 50aine de patients. En trouvant ici en 2 mois plus de patients que partout ailleurs dans le monde, j'ai compris que ça allait changer ma vie. Parce que je découvrais quelque chose de nouveau. Pourquoi en effet une telle concentration de petites personnes dans la même région? À l'époque, personne n'a la réponse, même pas les premiers intéressés. Avant de rencontrer le docteur, on ne se connaissait pas. Et si par hasard on se voyait dans la rue, un peu de loin, chacun allait de son côté, comme si on avait un peu honte. Il n'y avait pas de contact. Mais quand le docteur Guevara a démarré ses études, on a commencé à se rencontrer, à former un groupe, jusqu'à même penser créer une association. Il n'y avait pas d'explication pour notre taille. Aucun médecin ne savait d'où ça venait. On disait que c'était un châtiment de Dieu parce que mon père ou ma mère avait dû faire quelque chose de mal. Et c'est pour ça que j'étais petit. Mais au fur et à mesure que je réfléchissais, je me disais, si Dieu a voulu que ce soit ainsi, eh bien, personne n'y peut rien changer. Guevara ne croit pas à une malédiction divine. Pourquoi ces hommes et ces femmes n'ont-ils pas grandi normalement? Profondément touché par le drame intime que vivent ses patients, Jaime Guevara veut nommer leur maladie, l'identifier pour peut-être la combattre et offrir aux générations futures une taille normale. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué dices, Jaime? Hola, muy buenas. Hola, corazón. ¿Cómo te va? ¿Estás bien? Il réalise des prélèvements sanguins et mesure donc leur taux d'hormones de croissance dans son laboratoire à Quito. En son fort intérieur, Guevara est sûr de la réponse. Ses patients n'ont pas grandi car ils manquent d'hormones de croissance. Mais les résultats ne confirment pas l'hypothèse. Au contraire, leur taux est très élevé. Et c'était choquant pour moi. Parce qu'un taux élevé d'hormones de croissance associé à une telle apparence physique ne pouvait correspondre qu'au syndrome de Laron. Et à l'époque, il n'y avait que quelques patients identifiés par un scientifique israélien, Zvi Laron. J'ai pensé, pourquoi en Équateur y aurait-il une telle maladie? Ça me paraissait impossible. L'homme qui a écrit les premiers chapitres de cette histoire et donné son nom à la maladie dont souffrent les petits Équatoriens, le voici. Zvi Laron, médecin et chercheur en Israël. Toujours en activité à 84 ans, il a consacré une grande partie de sa vie à l'étude clinique d'enfants nains. Une recherche cruciale pour comprendre les mécanismes de la croissance, une recherche encore balbutiante dans les années 50, quand le monde étrange des hormones ressemblait à une page emplie de points d'interrogation. La rencontre d'une enfant particulière allait tout changer. C'était en 1958. Ricky avait 5 ans à peine. Shalom lecha, tov lirot אותך. Ladies first, guests first, thanks. À l'époque, les parents de Ricky s'inquiétaient parce que l'enfant ne grandissait pas. Mais Zvi Laron croyait détenir la solution
car son laboratoire produisait de l'hormone de croissance de synthèse. Lorsque nous l'avons rencontrée, elle était très jeune, très petite. Alors nous lui avons donné des hormones de croissance pendant plusieurs mois. Mais nous avons constaté qu'elle ne répondait pas aux hormones de croissance. Donc c'était un vrai problème médical. Qu'est-ce qui n'allait pas? Pourquoi en effet, malgré l'administration d'hormones de croissance, Ricky ne grandit-elle pas? Pour le comprendre, il faudrait pouvoir mesurer son taux d'hormones de croissance. Impossible à l'époque. Il faudra attendre 1963 pour qu'une technologie nouvelle lève un premier voile sur cette énigme. Et c'est là qu'est arrivée une immense surprise. Au lieu de découvrir qu'il manquait d'hormones de croissance, on a constaté qu'ils avaient dans leur sang de très forts taux d'hormones de croissance. C'était une grande surprise? Bien sûr, être nain et avoir plein d'hormones de croissance, ça ne collait pas. Avec ce résultat troublant, c'est toute la vision des mécanismes de croissance qui semble remise en cause. Les hormones de croissance sont produites par l'hypophyse, une glande située à la base du cerveau. Elles circulent dans tout le corps. Un grand nombre vient se fixer sur les cellules du foie grâce à des récepteurs. Ces cellules se mettent alors à fabriquer des facteurs de croissance appelés IGF-1. En circulant dans le sang, ce sont eux qui stimulent le développement du corps. Croissance des os et des muscles, diminution de la masse graisseuse. La plupart des cas de troubles de croissance s'expliquent par un déficit en hormones de croissance. Pas cette fois apparemment. Alors, pourquoi? Au fil des années, Dvilaron recense une trentaine de patients et constitue pour chacun une vaste documentation clinique. Parce que la majorité d'entre eux sont issus de familles consanguines, le médecin soupçonne un problème d'origine génétique. Mais comment le prouver? Cette fois encore, il faudra attendre que la technologie progresse pour que les pièces du puzzle s'assemblent. Entre le premier patient, rencontré en 1958, et la biopsie réalisée en 1983, il s'est écoulé 20 ans. 20 ans ont été nécessaires pour identifier la pathologie. La solution viendra de cet enfant. Ses parents ont accepté que le médecin fasse une biopsie de son foie. Aujourd'hui adulte, Eliav Mermer porte encore la cicatrice de l'opération qui a permis de comprendre sa maladie. L'intuition de Dvilaron était juste. Il s'agit bien d'une maladie génétique. Le problème vient du récepteur de l'hormone de croissance. Celui-ci a un défaut. Défaut provoqué par une mutation génétique. Les hormones de croissance ne peuvent s'y fixer. Les cellules du foie ne reçoivent donc pas le signal de fabrication des IGF-1. La croissance ne démarre pas. Mais comment cette maladie génétique, découverte au bord de la Méditerranée chez une cinquantaine de patients, est-elle parvenue en Équateur? Guevara avance une hypothèse. Cette vallée reculée aurait servi de refuge à une communauté de conversos, ces juifs espagnols convertis de force au christianisme sous la pression de l'Inquisition. Arrivé ici au XVIe siècle, il aura peut-être suffi d'un seul porteur de la mutation pour que, par le jeu des nombreux mariages consanguins, les cas se multiplient. Sur les 300 à 350 patients recensés dans le monde, Guevara en a finalement dénombré une centaine dans son pays, soit un tiers de la population mondiale des larrons.
Cette exceptionnelle concentration dans un même environnement crée des conditions de recherche idéales. Guevara veut comprendre le fonctionnement du métabolisme lorsque les facteurs de croissance sont très bas. 26 kilogramos. Il se concentre donc sur la répartition des graisses dans le corps et remarque que ces patients ont tendance à prendre du poids, à flirter même avec l'obésité. Plus que les centimètres, ce sont donc les kilos qu'il surveille. ¿Y eso me dio más? 63. No. 63 kilos. A ver. No, 62. 62. 62 kilos, Mech. Compadre Lucha, no, 62. Que equivale a... C'est là qu'il fait une première découverte incroyable. En médecine, il y a un dogme. Obésité égale risque de diabète. Mais dans le cas de ces patients, c'est différent. Está muy bien. Muy bien controlada la presión, Mech. All my life, I've been expecting... Toute ma vie, j'ai pensé rencontrer au moins un cas. Beaucoup sont obèses. Je n'arrête pas de leur dire qu'ils sont à risque. Je leur conseille de faire de l'exercice, de suivre un régime. Mais on dirait qu'ils s'en moquent. Et ils n'ont pas de diabète. Non, ils n'ont pas de diabète. Pourquoi? Je ne sais pas. Aucun larron en Équateur ne développe de diabète. De quoi interpeller quand on sait qu'aujourd'hui dans le monde, une personne meurt de cette maladie toutes les 8 secondes. Mais les découvertes cliniques vont encore plus loin. Avec des patients obèses, vous vous interrogez forcément sur les risques associés à l'obésité. On a parlé du diabète, de l'hypertension, tout ça. Et puis vous réalisez que l'obésité est aussi associée à un risque accru de cancer. Alors vous devez vérifier chez ces patients obèses. Et c'est ce que j'ai fait. Et à ma grande surprise, j'ai réalisé que ces patients ne développaient pas de cancer. Pas un seul cas de cancer. Serait-il possible qu'une population soit protégée contre le cancer? L'hypothèse est révolutionnaire et se heurte à de nombreuses résistances. On reproche à Guevara le nombre réduit de sa population, le flou de ses observations. Je l'ai dit à tout le monde, mais on m'a toujours regardé avec scepticisme. On me disait, oui, ça pourrait être vrai, mais ça n'intéressait personne. On me disait aussi, vous ne serez jamais capable de le prouver. Guevara manque de réseau, d'appui dans les grandes universités. Dans ce grand business qu'est la science, il ne fait pas encore partie du sérail. Juguler le cancer, combattre les maladies du vieillage, toute une génération de chercheurs s'est lancée dans l'aventure. Walter Longo est professeur de gérontobiologie à l'Université de Los Angeles. Il est persuadé qu'on peut ralentir les mécanismes du vieillissement. Il croit savoir où chercher, dans les gènes. A priori, rien de commun avec le médecin équatorien. Leurs routes finiront pourtant par se croiser. Les scientifiques s'intéressent à la longévité depuis près d'un siècle. Mais dans les années 90, on était encore dans une boîte noire. On faisait de la biologie comparative. On prenait une vieille souris et une jeune souris et on observait les différences. Mais notre question, c'était qu'est-ce que le vieillissement et quels sont les gènes qui régulent le vieillissement? À l'époque, il y avait 2 grandes stratégies pour identifier ces gènes. L'une d'elles consistait à... Supposons qu'une voiture est un système complexe similaire au corps humain,
Eh bien, en retirant un petit composant de la voiture, en l'occurrence chez nous un gène, est-ce que je peux faire vivre un organisme plus longtemps? Un peu comme si je retirais une pièce de la voiture et demandais, est-ce que cette voiture va rouler plus longtemps et continuer à fonctionner aussi bien? Imaginez qu'une voiture puisse fonctionner aussi bien avec une pièce en moins, que le corps humain puisse vivre plus longtemps avec quelques gènes en moins. A priori, l'idée peut paraître saugrenue, et pourtant. Nous sommes programmés pour quitter définitivement la route une fois la reproduction assurée, pas pour vivre très vieux. Certains gènes accélèrent donc notre fin. Inactiver certains de ces gènes permettrait-il de contrôler le vieillissement? C'est le pari de quelques chercheurs. Longo choisit de faire des expériences sur des organismes minuscules, les levures. L'idée, un peu folle, était de parier que des systèmes très simples pourraient nous apprendre comment vieillissent les mammifères. C'est ainsi que j'ai étudié les levures, d'autres les vers, et on s'est demandé ce qui les faisait vieillir. Peut-on doubler leur durée de vie, la tripler, la quintupler, juste en changeant un gène? Agir sur la longévité en manipulant certains gènes, mais comment les choisir? Valter Longo est spécialiste de la nutrition. Il sait que le régime alimentaire est un facteur essentiel dans les mécanismes du vieillissement. Il va donc inactiver 2 gènes de la levure, 2 gènes impliqués dans le circuit de la nutrition, le RAS2 et le SCH9. Il obtient alors, surprise, des levures naines qui se mettent à vivre 10 semaines au lieu des 6 jours habituels. Rapporté à l'homme, cela donnerait une durée de vie de 800 ans. Un même résultat extraordinaire sur la longévité est obtenu dans un autre laboratoire avec des vers. Cette similitude conduit Longo à élaborer une hypothèse encore plus audacieuse. Les vers et les levures sont très différents. L'évolution les a séparés pendant des centaines de millions d'années. Alors, si dans 2 systèmes différents, ce sont les mêmes gènes qui contrôlent la résistance et la longévité, peut-être que c'est la même chose pour tous les organismes. Les mêmes gènes pourraient donc contrôler le vieillissement chez tous les êtres vivants, y compris chez les mammifères, des organismes beaucoup plus complexes que les vers ou les levures. De nombreux laboratoires cherchent la réponse. Avec l'accordéon et le golf, la croissance des mammifères est précisément l'une des passions de John Kopchick. Rien à voir a priori avec leur vieillissement, ce serait oublier qu'en science comme au golf, s'il faut répéter sans cesse, la chance et les surprises font aussi partie du jeu. Par le plus grand des hasards, John Kopchick va ainsi apporter une réponse à la question posée par Valter Longo sur le vieillissement des mammifères. Au départ, Kopchick cherche à créer une super hormone de croissance pour pouvoir proposer aux enfants très petits une meilleure solution thérapeutique. Il manipule donc l'ADN des souris dans le but de créer des animaux plus grands et plus gros, jusqu'au jour où c'est une souris naine qui apparaît. C'était complètement inattendu. Est-ce que c'était par hasard? Non. Nous cherchions à promouvoir la croissance, à fabriquer de plus grandes souris. Nous avions fait de nombreuses modifications de l'hormone de croissance et on avait toujours obtenu des grandes souris. Mais cette modification-là a donné une petite souris.
Au début, je n'y ai pas cru parce que personne n'avait obtenu cela auparavant. Mais l'un de mes étudiants a continué à fabriquer de plus en plus de ces petites souris. Et j'ai bien été forcé d'y croire. Le mystère s'éclaircit rapidement. La manipulation génétique a bloqué le récepteur de l'hormone de croissance de la souris. Voilà qui nous ramène au syndrome de Laron, donc peu de facteurs de croissance, et donc des souris de petite taille. Paradoxe de la recherche, John Kopchick voulait créer une super hormone de croissance, et voilà qu'il trouve un moyen de bloquer son action. Les souris larrons produisent beaucoup d'hormones de croissance, mais leurs cellules ne les entendent pas. C'est comme si je jouais normalement, mais les souris larrons ne l'entendent pas. Elles sont sourdes aux hormones de croissance. Il leur manque le récepteur qui permet d'entendre. En inactivant le gène du récepteur de l'hormone de croissance, John Kopchick a créé la première souris larron au monde. Mais il n'est pas au bout de ses surprises, parce qu'il travaille aussi sur le diabète. Il décide de lancer une étude avec ses souris larrons. L'étude prend du retard, jusqu'au jour où... Le technicien m'appelle un jour et me dit « John, qu'allons-nous faire des vieilles souris qu'on devait envoyer à nos collaborateurs ?» J'ai répondu « Oh, c'est vrai, je les avais oubliées. » Il me dit « Certaines sont très vieilles. Elles ont 3 ans, 3 ans et demi. » J'ai répondu « Oh mon Dieu, une souris normale ne vit que 2 ans, 2 ans et demi maximum. » Et là, nous avons des souris de 3 ans et demi. Alors il m'a montré des données qui étaient excellentes. Et oui, les souris larrons, mâles et femelles, vivaient 50% plus longtemps que les souris normales. C'était complètement inattendu. Une grande surprise ? Une très grande surprise. Et en plus, ces souris étaient obèses. En général, quand vous pensez obésité, vous pensez que c'est mauvais, que c'est précurseur de diabète et de mortalité précoce. Eh bien, ces souris étaient obèses, elles n'avaient pas de diabète et elles vivaient beaucoup plus longtemps. Alors oui, c'était une très grande surprise. C'est parce qu'elles se révèlent résistantes à de nombreuses maladies, et notamment au cancer, que les souris larrons vivent plus longtemps. L'une d'entre elles va même battre un record de longévité. Dans le laboratoire d'Andrew Bartke, une souris larron atteint les 1819 jours, soit l'âge canonique de 5 ans. Vers, levures, mouches, rongeurs, c'est la même famille de gènes qui semble agir sur la durée de vie, comme s'il existait un programme basique de vieillissement commun à toutes les espèces. Et la question devint alors, comment ça se passe pour les humains? Un collègue spécialiste du vieillissement lui parle alors d'une étude faite en Équateur avec des sujets de petite taille. Longo s'étonne, demande des précisions, il comprend intuitivement l'importance de cette population. Il connaît les arcanes de la recherche, trouve des financements et lance sans tarder une collaboration avec Jaime Guevara. Et là, soudain, on se retrouvait face à une population qui avait exactement la même mutation que celle qui fait vivre les souris plus longtemps. Et puis vous regardez les données qui montrent qu'ils n'ont pas de cancer. Alors, vous pouvez imaginer que c'était une très bonne nouvelle pour nous. Et en même temps, on savait que c'était le début d'une très longue étude pour tester l'hypothèse. Now, when we are going to Judith Ramirez, by the way, she's the shortest patient with Laron syndrome
in Ecuador and should be the shortest patient with Laron syndrome in the world. L'étude doit répondre à 3 questions principales. Les larrons sont-ils réellement protégés contre le cancer et le diabète? Si c'est le cas, par quel extraordinaire mécanisme? Enfin, vivent-ils plus longtemps? Première visite chez Judith Ramirez. Judith a 76 ans, l'esprit vif et toujours juvénile. Hey, hágame la misma cara. No. ¿Cómo le va? Hey, ¿qué dice? ¿Cómo le va? Bien. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Saluda. Hola. Judith et Jaime se connaissent depuis plus de 20 ans. C'est l'une des premières patientes identifiée par Guevara. Ok. Sí. ¿Ya no se acordó de mí? Ay, que lo vi y me acordé. Ah, un ratito, ¿no es cierto? Claro, Ya no me quiere, ¿verdad? poquito. ¿Qué tanto, dígame? Un poquito. You think we're going to be able to get the biopsies from Yeah. most of them? And their relatives. Because Yeah. then you can judge. Pour moi, c'est très important de venir ici avec Walter Longo parce que je veux que les scientifiques américains se rendent compte, quand ils sont dans leur labo, je veux qu'ils se souviennent qu'à l'intérieur de ce tube, il y a le sang d'une vraie personne, avec un père et une mère, des enfants. Et s'il peut y avoir de grandes espérances, c'est non seulement pour l'humanité, pour la science, mais aussi pour cette personne. Judith vit avec sa famille. Para caminar, yo por eso no camino. Claro, sí. Comme de nombreux patients, elle ne s'est pas mariée Yo la sostengo aquí, ¿no? et n'a jamais trouvé d'emploi. Necesito que haga los pies más atrás de ahí. Más atrás, más atrás, ¿Puedes Marijo. hacer más atrás? Hágase más atrás. Yo no se va a caer, yo la sostengo. Quita. Téngame las rodillas rectas. Quita las manitos. Un poquito. bien, Bueno, cuidado. está bien, está bien. Ahí. Míreme aquí, mi amor. Quita las manos. Ya. 92.9. ¿Ok? Chao, chao. Hasta luego. À 76 ans, Judith est l'une des patientes les plus âgées. C'est la surprise qui attendait Walter Longo. Que vaya bien. Les larrons d'Équateur ne semblent pas vivre beaucoup plus longtemps que l'ensemble de la population. Il faut croire que la vie n'est pas une cage de laboratoire, que les gènes ne font pas tout. Les larrons vivent dans des conditions difficiles, accidents plus fréquents et mauvaise nutrition pourraient expliquer une durée de vie moins longue qu'attendue. No sé si tú en algún momento pudieras Essayez de vous mettre à notre place. en nuestra situación. Juste un instant. 10 minutos 10 minutes tamaño avec ma mío, taille, a resolver tus à résoudre les problèmes diarios. quotidiens. Y te vas a enfrentar Vous allez a vous un confronter à un monde totalmente très dur. adverso. No es lo mismo. No se Le acaba monde el ne mundo s'écroule por pas ser parce qu'on est pequeño, petit. pero sí Mais tienes vous que devez toujours vous pelear battre pour qu'on vous considère que comme te quelqu'un de atiendan y te normal. vean como cualquier otra persona, en su estado normal. Reste la protection contre le cancer. Les chercheurs repartent pour une nouvelle collecte de données sur les patients, mais aussi cette fois sur leur famille. Santiago querido, Santiago abogado, soñado, una niña estaba, todo lo más. Quelles maladies ont-ils contractées? Quelles sont les causes des décès? C'était important de comparer avec les membres de leur famille parce qu'on voulait éviter un phénomène dû à la nutrition ou à l'environnement. Donc, on voulait vraiment comparer les larrons avec leur propre famille pour vérifier qu'ils contractent réellement moins de maladies. Ça a été un travail énorme, mais aussi formidable, passionnant.
parce qu'on a trouvé des choses incroyables. Le frère de Guevara entreprend un fastidieux travail de reconstitution de tous les arbres généalogiques. Il suit la mutation de génération en génération, observe qu'elle se déplace par petits sauts, au sein de la même famille, ou d'une famille à l'autre, ou d'un village à l'autre. Avant d'être envoyés à Los Angeles pour analyse, les questionnaires montrent d'ores et déjà des résultats très clairs. Il y a une différence très nette entre la santé des patients larrons concernant le cancer et la santé de leurs parents. Les statistiques confirment les premières observations de Guevara. Alors que les familles des patients ont le même taux de diabète et de mortalité par cancer que la population générale, aucun cas de diabète, aucun décès dû au cancer n'a pu être relevé chez les larrons. En Méditerranée, Zvi Laron, le médecin israélien, ne relève lui non plus aucun cas de cancer parmi ses patients. Mais que déduire d'échantillons de population aussi faibles quand les études épidémiologiques sont en général réalisées sur des milliers de personnes? Pour faire taire les détracteurs, Longo doit identifier les mécanismes biologiques qui protègent les larrons. C'est aussi la condition pour que cette découverte soit profitable à tous. Nous avions besoin de comprendre cette différence majeure. 22 à 25% des membres de leur famille sont morts par cancer. Chez les larrons, 0. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de si puissant dans le sang des larrons qui leur permet d'échapper au cancer? Le secret est-il dans le sang, dans l'absence de facteurs de croissance? L'équipe de Longo fait une première expérience avec du sérum, c'est-à-dire le sang purifié de ses protéines de coagulation. D'un côté, le sérum des larrons, de l'autre, le sérum de leur famille. Ils ajoutent à ces deux sérums des cellules mammaires humaines, puis exposent ces cellules à du peroxyde d'hydrogène, un produit qui altère l'ADN et donc potentiellement cancérigène. Comment les cellules vont-elles réagir? Y aura-t-il une différence entre les cellules placées dans le sérum des larrons et celles placées dans le sérum des familles? Les résultats sont remarquables. Le sang des larrons présente un double effet protecteur. Dans un premier temps, il protège l'ADN des cellules normales contre le stress oxydant. Agressées, les cellules résistent à l'envahisseur. Mais parfois le stress devient trop fort et les cellules finissent par être endommagées. Un mécanisme déclenche alors leur suicide, évitant ainsi la prolifération des cellules cancéreuses. On a observé deux mécanismes très puissants. Le premier, la protection. Le second, si tu es endommagé, je te tue. L'étude de Longo et de Guevara est publiée dans une revue de référence. 15 ans après avoir tenté d'alerter la communauté internationale, Jaime Guevara voit ses observations enfin validées. La presse internationale découvre qu'il y a du grand dans le petit. Quand j'ai vu cette publication, ça m'a enthousiasmé. Parce que ce qu'on avait observé sur les souris larrons, d'autres l'avaient trouvé chez les humains. C'était extraordinaire. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça pourrait avoir un impact sur la santé humaine. On peut continuer à agir sur la durée de vie des souris, mais qu'est-ce que ça a à voir avec les humains? Il fallait bien que quelqu'un montre les mêmes résultats chez les humains. Et c'est ce qu'ils ont fait. Vous ne pensez pas que c'est extraordinaire? Vous vous rendez compte? Les larrons ont moins de risques d'avoir un cancer. Combien de gens meurent aujourd'hui du cancer? Et maintenant, nous avons peut-être un moyen d'action sur ce qui stimule le cancer. L'axe hormone de croissance, facteur de croissance. C'est une nouvelle fabuleuse. Ce que les patients larrons ont montré,
c'est que si vous avez un faible taux de facteurs de croissance, vous échappez au cancer et au diabète. Les facteurs de croissance, les IGF-1, deviennent dès lors une cible privilégiée. Les IGF-1 pourraient très bien être un facteur de risque pour le cancer. Est-ce que c'est prouvé? Non. Suis-je confiant? Est-ce que je pense que ça le sera un jour? Oui. Pour les chercheurs, tout paraît désormais possible. L'idée de mieux protéger l'ensemble de la population contre le cancer, ce fléau qui touche aujourd'hui 1 homme sur 2 et 2 femmes sur 5 dans le monde occidental, n'est peut-être plus utopique. Des études ont en effet montré une corrélation entre un taux élevé d'IGF-1 et un risque accru de cancer, notamment de cancer du sein et de cancer de la prostate. De là à imaginer qu'il faudrait réduire les taux de facteurs de croissance quand ils sont trop élevés, il n'y a qu'un pas que de nombreux chercheurs rêvent de franchir. Mais comment faire ? C'est dans le labo de Kopchik qu'une première piste va naître. Avec les souris larrons, il a compris qu'il détenait une perspective thérapeutique nouvelle, celle de bloquer la production de facteurs de croissance. Une solution précieuse pour les personnes qui en fabriquent trop. C'est le cas des patients atteints d'acromégalie, une maladie qui touche 40 000 personnes dans le monde et qui les fait grandir démesurément. Les patients souffrant d'acromégalie ont trop d'hormones de croissance. Alors celles-ci interagissent en permanence avec le récepteur pour promouvoir la croissance. Et ce que fait l'antagoniste, je le prends, il se lie au récepteur, ainsi l'hormone de croissance ne peut pas s'y lier. C'est bloqué. La découverte de Kopchik a permis la mise au point d'un médicament. Grâce à des injections quotidiennes, le récepteur de l'hormone de croissance est bloqué, les acromégales cessent de grandir. Cette coûteuse molécule n'est pour l'instant autorisée que dans le traitement de cette maladie orpheline. À présent, la question c'est, peut-on prescrire ce médicament à des gens pas aussi malades? Et jusqu'à un certain point, la réponse est probablement oui. Surtout si ça devient un médicament oral, il sera alors possible de le donner, pas seulement aux acromégales, mais aussi à des personnes qui ont des taux élevés d'IGF-1 et un taux de cancer très élevé dans leur famille. On pourrait imaginer prescrire ce médicament pour réduire les taux de facteurs de croissance et prévenir ainsi le cancer. Prévenir le cancer avec un médicament, comme on tente de prévenir les risques cardiovasculaires ou les accidents cérébraux avec des comprimés. Rêve de scientiste? Idée folle? Il faudrait déjà lancer un essai thérapeutique avec les personnes les plus à risque. Des labos ont été approchés, mais les tractations restent secrètes pour l'instant. En attendant cette hypothétique possibilité, Longo et Guevara se sont donc lancés dans une nouvelle collaboration. Cuando la tarde languidece renace la sombra, en la quietud de los cafetales vuelven a sentir la canción de amor de la vieja molienda, en el letargo de la noche parece decir una pena de amor, una tristeza, lleva el Sambo Manuel en su amargura, hasta incansable la noche moliendo café. Une nouvelle hypothèse doit être vérifiée. Elle repose sur l'observation des animaux. En effet, les souris naines conservent leur fonction cognitive malgré le vieillissement, contrairement aux souris de taille normale. Se pourrait-il qu'il en soit de même pour les humains? Gardez à l'esprit qu'à 95 ans, une personne sur 2 aura Alzheimer.
Alzheimer, la nouvelle terreur des sociétés occidentales. Les patients atteints du syndrome de Laron sont-ils aussi protégés de ce fléau? Comment leur cerveau vieillit-il? Le vieillissement agit sur tout l'organisme. Notre hypothèse est que le fait d'avoir la mutation protège le cerveau contre le vieillissement et donc conserve leur capacité à réussir ces tests. Des tests psychologiques évaluant la mémoire et le raisonnement ont été mis au point par une équipe de psychologues américains. Así de simple es esto y vamos a ir haciendo una serie de preguntas. ¿Está claro? Objectif, comparer les capacités cognitives à un âge donné entre les larrons et une population de contrôle. Bueno, vamos a continuar con la siguiente. Dime lo contrario de vida. Muerte. Mira esos dos teléfonos y recuerda su forma. Ok. ¿Cuál de ellos es? Ten. Muy bien. En vieillissant, les patients réussiront-ils mieux les tests que les membres de leur famille? C'est à Los Angeles, à l'université de l'USC, que les tests passés à Quito sont dépouillés et analysés. Premier résultat dans quelques mois. Ce serait vraiment extraordinaire si nous découvrions qu'avoir moins d'hormones de croissance est important pour conserver les capacités cognitives. Ça pourrait suggérer qu'il serait judicieux de créer artificiellement un défaut d'hormones de croissance chez les personnes qui souffrent de troubles cognitifs. Diabète, cancer, Alzheimer, une simple échelle de mesure, dessinée sur un mur, a permis d'explorer un champ de recherche extraordinaire. Mais cette échelle signe aussi le drame des larrons d'Équateur. Car les recherches ont également permis de mettre au point un traitement pour faire grandir les enfants atteints du syndrome de Laron. Ce médicament, fabriqué par un laboratoire français, Ipsen, est disponible partout, sauf dans le pays le plus touché par la maladie, l'Équateur. J'ai donné 22 ans de ma vie à la science. J'ai donné mon sang, ma peau, mes os. Et qu'est-ce que la science a fait pour nous? Jusqu'à présent, rien. Il faudrait maintenant que la science nous le rende, avec le médicament pour les enfants. Yannick mesure 87 cm. Il a 14 ans. 14 ans qu'il attend le traitement, un traitement qu'il doit absolument prendre avant qu'il ne soit trop tard, c'est-à-dire avant la fin de la puberté. Si Yannick a compris qu'il ne réalisera jamais son rêve de devenir footballeur professionnel, il aimerait gagner ces quelques centimètres qui augmenteraient ses chances de trouver un emploi, pour lui, le meilleur élève de sa classe. Je veux que celui qui fabrique les IGF-1 de synthèse pense un peu qu'il y a des enfants qui ont besoin de cette hormone. S'ils ont besoin d'informations que nous détenons pour trouver le remède contre le cancer et le diabète, je les leur donne. Mais en échange, qu'on nous offre au moins 2 ou 3 ans de traitement pour que les enfants puissent grandir. Et qu'ils se dépêchent, car pour les enfants, le temps est compté. 33 enfants équatoriens attendent aujourd'hui ce traitement. Je suis en colère parce que ces gens sont en train d'améliorer la vie des autres. Ils nous donnent des clés pour comprendre des maladies très graves. Et qu'est-ce qu'ils ont en retour? Le gouvernement équatorien n'a toujours pas donné l'autorisation de mise sur le marché du médicament. Coût trop élevé, nombre trop réduit de patients, nul ne le sait. Malgré les actions en justice des parents, le gouvernement ne daigne pas répondre et reste sourd aux multiples relances.
comment contrôler les facteurs de croissance. Aujourd'hui, la découverte de la fontaine de jouvence passe peut-être par cette question. Voici Walter Longo, dans le village natal de ses parents, dans le sud de l'Italie. Son oncle lui a signalé qu'il y a de plus en plus de centenaires et un nombre de nonagénaires en bonne santé tout à fait étonnant. L'occasion pour Walter de lancer une étude qui lui paraît essentielle sur le régime alimentaire. La nutrition, en effet, agit directement sur les facteurs de croissance. Le régime alimentaire, ici, interagit très bien avec nos recherches. Après ce que nous avons fait en Équateur et en laboratoire, c'est donc devenu le lieu idéal pour faire ces recherches sur la nutrition. Nous voulons vérifier si les centenaires ici ont suivi le régime alimentaire que nous pensons être si important pour la longévité. Dai 90 anni in su, questi vivono tutti a Molocchio. L'étude se fait en collaboration avec l'Université de Palerme et va se poursuivre pendant 1 an. Elle s'étend sur toute la région de Calabre. Walter veut tester à Molocchio le bien fondé de ses intuitions. Des recherches récentes ont montré qu'un régime pauvre en protéines animales favorise un faible taux d'IGF-1. Est-ce bien le régime qu'ont suivi les vieux de Molocchio? La grande majorité des gens ici consomment très peu de protéines animales. Et ce régime les rapproche un peu des larrons. Il réduit les taux de facteurs de croissance à un niveau qui les protège. De nombreuses études associent consommation de viande et maladie. Je pense que nous avons besoin de revenir à des régimes de base plus sains. Salvatore Caruso, à 107 ans, est le doyen de Molocchio. Aujourd'hui, son genou coince un peu, mais du côté de la tête, tout fonctionne. Mémoire intacte, vivacité exceptionnelle, il peut réciter par cœur des vers de la Divine Comédie de Dante, appris lorsqu'il était enfant, il y a près de 100 ans. Nel bel mezzo. La Divina Commedia. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la regetta viene smarrita. Ecco, mi ricordavo. Questo è il primo canto dell'inferno. Inferno, paradiso e purgatorio. Ecco, per il purgatorio, percorrere migliorare qual delle vele. Mais on ne pourra atteindre ce grand âge et éviter ce système absurde avec tant de médicaments seulement si les médecins commencent à s'intéresser à ce genre de recherche dans des petits villages comme ici, qui sont des exemples d'une réelle capacité à vivre en bonne santé jusqu'à 100 ans en mangeant des choses que l'on aime énormément. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, écrit le poète. Parti à 16 ans de son Italie natale, c'est ici, auprès de ceux qui ont vu naître ses parents, que Walter Longo peut rêver écrire les nouveaux chapitres de cette histoire. Si le lien facteur de croissance, régime alimentaire et longévité est établi, ce sera la première leçon, belle, car applicable à tous, que nous offrent les petits hommes du bout du monde.